Eh bien bonjour à tous, c'est la revue des grandes unes et nous sommes vendredi, c'est le dernier jour de la semaine pour ce qui est donc de la presse. L'apparition, en tout cas la nouvelle expression par les démocraties américaines avec la force des institutions, c'est le titre proposé par le tabloïd ce matin. Le journal revient et parle de malgré notamment les violentes manifestations conduites mercredi soir par des électeurs pro-Donald Trump au Capitole pour perturber la certification même des résultats de la présidentielle américaine. La victoire du président élu démocrate, donc Joe Biden, a été validée par le Congrès américain. La principale leçon à tirer est donc la force des institutions aux États-Unis face donc à un chef d'État en fonction. C'est ce que le journal propose ce matin. Je vous invite à lire tout cela en page 3 de la nouvelle expression qui parle également des galas de boxe avec Sa Majesté Sokoudjou sur le ring avec le faux fait donc partie des légendes de cette discipline, en tout cas convié aujourd'hui selon le journal au gala qui devrait avoir lieu à Bandenkop. C'est en page 2 du journal ce matin. Vous aurez donc l'occasion de parcourir le titre, le journal. Le journal aussi qui parle des avocats anglophones avec un nouveau bureau pour Dallas. Donc on peut le découvrir également en page 7. On s'intéresse à Cameco ce matin. Atterrissage forcé, c'est l'autre titre proposé par le tabloïd. Le staff dirigeant de la compagnie aérienne nationale a été donc débarqué au cours d'un conseil d'administration extraordinaire. C'est ce que je vous invite également à lire ce matin dans la presse aussi. La presse parle également donc de l'Institut supérieur avec un géant qui souffre notamment. Il y a aussi d'autres informations. À Ebolova, on parle de Beskiner en furie. Des mototaximens ont d'ailleurs affronté les policiers en volant donc en écoute, en voulant découdre justement avec un voleur ayant tenté d'arracher la moto de leur camarade. C'est ce qu'on découvre en page 11 du journal. La nouvelle expression disponible en kiosque ce matin. L'autre journal disponible, c'est l'Aide du Sahel qui parle donc du Faro Idéo. Comment l'armée protège nos frontières, c'est le dossier proposé par le journal, la page 6 à la page 8. Le journal parle également des inondations. 7350 personnes déplacées en 2020 dans l'extrême nord. C'est l'autre sujet proposé par le tabloïd en page 2. Et on parle également du Cameroun, on parle de la Benue aussi avec un faux douanier arrêté à Gashiga. C'est l'autre information à lire, donc en page 9 du journal. L'Aide du Sahel disponible en kiosque ce matin. L'autre journal, c'est bien entendu le Messager qui parle donc atterrissage forcé pour Difendi Okuto, donc parlant de la Cameco. Et aussi dans le même journal, il y a d'autres informations que je vous invite à lire ce matin, parlant notamment de la démocratie aux États-Unis. Et si les États-Unis s'étaient donc trompés, c'est le titre proposé par le journal, disponible en kiosque ce matin. Et également le journal Mutation parle donc de Miss Management avec Cameco, Comedy Show. C'est le journal qui propose le titre ce matin. Le journal parle également des financements et techniquement donc agréable. La compagnie aérienne nationale s'offre justement à nouveau donc les têtes de son PCA et du directeur général. Donc on s'intéresse aussi aux nouvelles personnes qui viennent donc à la direction générale même de cette structure. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal Mutation ce matin. Mutation est disponible en kiosque avec d'autres sujets également. Le quotidien du jour parle d'identification avec l'affaire des cartes nationales d'identité. C'est un autre mini-dossier proposé par le tabloïd, simplement pour dire que alors que certains usagers poussent donc un ouf de soulagement parce qu'ils peuvent simplement rentrer en possession de leur carte nationale d'identité, d'autres sont donc appelés à produire des pièces justificatives car les responsables relèvent des fraudes à quelques niveaux que ce soit. Et lorsqu'ils interrogent notamment les données dans les ordinateurs, c'est ce qu'on découvre dans le dossier proposé par le journal ce matin. Le journal parle également de nomination. Jean-Christophe Elangema, directeur général de Cameco, c'est ce que le journal propose aussi dans le numéro disponible en kiosque ce matin. Le journal Émergence parle de crise anglophone, le ras-le-bol, c'est le titre proposé par le tabloïd. C'est dans le dossier que je vous invite à lire aussi. Le journal s'intéresse également à Yaoundé avec le nouveau préfet installé finalement. Qu'est-ce qu'il devra faire? Quelles sont ses missions? C'est à lire dans le journal. On s'intéresse à coronavirus avec des chiffres de contamination en hausse selon le dossier proposé par le tabloïd également ce matin. Le Popoli en kiosque, il parle notamment du palais d'Etoudi avec le bal des espions. C'est le journal qui propose le sujet ce matin. Je vous invite d'ailleurs à lire. Et autre information à découvrir dans le même journal disponible en kiosque ce matin.
matin. Et avec nous sur ce plateau, déjà Camille Nélé. Bonjour et bienvenue, Camille. Bonjour Flavien Vallonogho, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Merci d'être là. Avec vous, il y a tout un sujet qui fait le tour de la presse ce matin avec la nouvelle expression qui parle de démocratie américaine, les forces des institutions, ou la force des institutions pour évoquer ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est un sujet qui fait le tour du monde, mais surtout le tour de l'Afrique, où les gens ricanent les grands aidants contre justement la nation américaine, grande donneuse de leçons de démocratie devant l'Éternel, qui aujourd'hui se trouve dans une situation bien inconfortable. Mais ce qui m'étonne avec ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, où l'on dénombre déjà 5 morts après une crise électorale, c'est qu'on n'a pas encore entendu Human Rights Watch, on n'a pas encore entendu Amnesty International, on n'a pas encore entendu le NDI, surtout ce NDI de M. Fumonu, qui s'est spécialisé aussi dans les administrations contre le Cameroun, pour dire exactement ce qui se passe aux États-Unis, c'est quoi. On a même entendu M. Macron, qui lui aussi est un grand pourfendeur des systèmes électoraux en Afrique, s'émouvoir et accuser les hordes sauvages qui ont attaqué le Congrès. Mais seulement quand des hordes sauvages ont attaqué les ambassades du Cameroun en France et en Belgique, il n'a rien dit du tout. Donc c'est dire que ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, démontre tout simplement la vérité et la véracité de ce que le président de la République avait dit, que le processus démocratique, l'exercice de la démocratie, c'est un long processus qui a commencé depuis plusieurs siècles chez les uns, mais qui ne date de chez nous que de 30 ans. Alors, mais maintenant, dans le journal Le Messager, avec notamment la même information, et si les États-Unis s'étaient trompés avant, avec Trump et Trump? Oui, mais bien entendu. J'aime bien le jeu de mots. Si les États-Unis s'étaient trompés, mais moi, je me dis que, par exemple, l'ambassadeur des États-Unis qui avait demandé à M. Biya de penser à sa place dans l'histoire, on se demande bien s'il peut demander à M. Trump s'il pense à sa place. Parce que là, aujourd'hui, le problème, c'est de savoir est-ce que les Américains eux-mêmes avaient eu raison d'élire un président qui n'avait jamais fait de la politique. Il avait toujours été un homme d'affaires prospère. Mais si on regarde, on jette un coup de rétrospectif sur l'histoire des présidents américains, on verra que tous, ou la grande majorité, ont été soit des sénateurs, soit des gouverneurs, ou des membres influents du Parti démocrate ou républicain. Mais on se retrouve avec un Donald Trump qui est un mania des affaires et qui, avec son argent, bouscule tout comme un éléphant et maintenant réussit à se hisser à la tête de l'État. Maintenant, au moment de partir après un mandat, il s'agrippe exactement comme le dernier petit tyranno d'un petit pays, d'une petite république bananière, jusqu'à aller demander à des patrons d'institutions de tout faire pour qu'on puisse inverser la tendance. C'est tout simplement affreux. Et les États-Unis s'étaient trompés. Non, ce n'est pas les États-Unis qui s'étaient trompés. Ce n'est pas le peuple américain qui s'était trompé. Cela démontre tout simplement qu'aucun système démocratique n'est parfait aujourd'hui. Alors le Cameroun devrait copier le Cameroun ne devrait pas copier. Vous savez, le Cameroun marche à son rythme. Le Cameroun marche comme il peut. Et le Cameroun tient compte du fait qu'il apprend et que c'est un long processus. Rien n'est acquis. Si rien n'est acquis pour le Cameroun, et si rien n'est acquis pour les États-Unis, qui sont une démocratie vieille de 200 ans, pourquoi voulez-vous que le Cameroun, il y a des choses à parfaire, à changer chaque jour, à améliorer chaque jour. Et moi, je pense que c'est ce qui se fait au Cameroun. Mais ne nous demandez pas de faire la révolution, parce qu'avec les États-Unis, avec ce qui se passe aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de personnes réalisent que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Alors, donc, on va lire la suite dans le journal La Nouvelle Expression, démocratie américaine, la force des institutions. C'est le grand titre proposé par le journal. C'est à lire en page 3 ce matin. Le journal parle également de ces grands électeurs qui ont décidé autrement, alors que le président sortant, ou alors sorti même, pensait autre chose aussi. C'est ce qu'on lit. Et avec l'autre titre proposé par le quotidien du Messager. Et si les États-Unis s'étaient trompés, c'est ce qu'on peut également découvrir dans le numéro de ce matin. Mais vous savez, Flavien Vallonogho, je voulais dire que le système américain était un système unique au monde. Ce système de grands électeurs, en réalité, c'était un mode qui permettait uniquement à des privilégiés de voter. Ce n'était pas... c'était un système qui ne donnait pas l'occasion à un pauvre de devenir président de la République ou aux pauvres d'avoir leur mot à dire. Ces grands électeurs, c'était soit des personnes influentes des communautés, des comtés, des villes et tout ça. C'est pour ça qu'il y a ce système de grands électeurs. Ce n'est pas le suffrage universel. Donc aujourd'hui, on peut se demander, est-ce que ce système lui-même est encore valable? Est-ce qu'il tient encore la route? Ce qui est important, c'est que tout le monde réalise que
des choses reviennent à la normale aujourd'hui, tout simplement parce que l'institution elle-même, elle est solide et que jusqu'au membre les plus influents du Congrès, on peut dire à M. Trump que non, écoutez, laissez tomber, les carottes sont cuites, on ne fait pas comme ça. Alors, à lire également dans la presse ce matin, à côté de ce sujet, il y a le quotidien Le Jour qui parle d'identification, l'affaire des cartes nationales d'identité. Le journal précise que quelques éclairages ont été donnés. Il y a certains qui sont fiers parce qu'ils ont reçu leur carte et d'autres qui continuent de se battre. Vous savez, on a parlé hier de ce problème de carte d'identité. C'est un problème vraiment qui fait mal. Qui fait mal, on se demandera toujours pourquoi on n'arrive pas à le régler de manière définitive. Mais aux dernières nouvelles, il y a beaucoup de personnes qui ont pu obtenir des cartes d'identité ces 2-3 derniers jours, alors qu'ils sont en train de les attendre peut-être depuis 6 mois, 7 mois, 1 an, 2 ans. Et ce qui coince dans la fabrication et la délivrance des cartes d'identité aujourd'hui devrait interpeller au plus haut, non plus la délégation générale de la Société nationale, mais vraiment jusqu'à la présidence de la République, qui devrait trouver une solution définitive pour que ce processus ne soit pas seulement mis entre les mains des étrangers, mais bel et bien entre les Camerounais qui ont l'expertise nécessaire, qui sont de grands officiers supérieurs de la police, qui sont de grands techniciens de l'informatique et même qui connaissent ce que c'est que les archives et surtout le calibrage de l'identité. Malheureusement, au Cameroun, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il est vrai que l'autre grand handicap aussi dans l'établissement de ces cartes d'identité qui sont aujourd'hui numérisées, c'est que dès que les dossiers arrivent à Yaoundé, on réalise qu'il y a beaucoup d'actes de naissance qui sont fabriqués à Kumba et qui ne sont plus compatibles avec les premiers actes de naissance qui avaient servi, les actes de naissance qui avaient servi à l'établissement des cartes d'identité précédentes. C'est pour cela qu'on se retrouve dans des situations parfois inextricables, mais la vérité est qu'il y a ce problème d'abord des actes de naissance, mais il y a aussi ce problème maintenant du modus operandi de la fabrication et de la délivrance de ces cartes d'identité qui doit absolument être étudié au plus vite et permettre aux Camerounais non seulement d'obtenir leur précieuse pièce d'identité, mais surtout de l'obtenir facilement. Le Messager qui a fait de ce sujet son sujet principal, on le voit bien à travers des unes depuis le début de la semaine. Aujourd'hui, on parle justement de cette affaire des cartes nationales d'identité aussi. Vous aurez l'occasion de lire dans le quotidien Le Jour de ce matin. Alors, le journal Émergence parle de crise anglophone, le ras-le-bol, finalement. Le ras-le-bol, c'est un ras-le-bol des populations. C'est le ras-le-bol de la communauté internationale, du moins celle qui est sincère, celle qui réalise la gravité de cette guerre civile imposée au Cameroun. Le ras-le-bol de tous ceux qui se demandent jusqu'où ira l'absurdité de cette crise qui est beaucoup plus une crise criminelle qu'une crise politique. Tout le monde a vu comment des Camerounais ont été lâchement abattus. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire hier que oui, maintenant avec les bombes maintenant qu'ils utilisent, les ambazoniens sont... Non, ils les appellent les sécessionnistes sont passés à une vitesse supérieure. Ce n'est pas possible. On a vu ces derniers temps le nombre de fois où le général Cavalère a intercepté des bonbonnes de gaz, des dizaines, des centaines de bonbonnes de gaz. Et avant lui, le général Agar Oberson. Et on sait très bien que ces bonbonnes de gaz étaient destinées à fabriquer des explosifs. S'ils ont réussi aujourd'hui à faire exploser 2 ou 3 de ces bonbonnes, c'est tout simplement parce que c'est là on peut échapper à la vigilance des forces de l'ordre. Mais ce que les actes que posent ces gens-là devrait plutôt interpeller les nations étrangères qui hébergent les donneurs d'ordre. Parce qu'il est inadmissible que ces personnes qui donnent des ordres, qui se présentent comme les initiateurs et même les leaders de ces groupes armés, vivent douettement aux États-Unis et sous le statut de réfugiés politiques, mais se permettent de faire tuer les Camerounais. Moi, je pense que la démarche diplomatique entreprise par le Cameroun depuis quelque temps pour extrader et neutraliser ou même faire expulser ces Camerounais ira jusqu'au bout. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est inadmissible que les nations occidentales restent à faune et à tonne devant cette situation de personnes, de Camerounais tapis à l'extérieur, mais qui commanditent des actes aussi ignobles dans notre pays.
Alors, le quotidien Émergence qui propose le sujet, crise anglophone, le ras-le-bol. Vous aurez l'occasion de lire tout cela dans le tabloïd de ce matin. Et puis, puisqu'on parle des forces de l'ordre et autres, il y a Lady Sel qui parle du phare Odeo. Comment l'armée protège nos frontières? Le ministre était sur le terrain il y a quelques jours. Également, aujourd'hui, on voit les hauts gradés de l'armée qui sont également sur le terrain pour la surveillance de ces territoires. Vous savez, c'est toujours très intéressant que les journalistes de la presse privée ne restent pas seulement dans leur bureau ou ne tendent pas uniquement leur micro aux hommes politiques d'une certaine opposition pour vitupérer et admonester en permanence le gouvernement. Quand on voit l'œil du Sahel qui a fait un véritable reportage sur le quotidien de ces hommes qui maintiennent la sécurité dans le Nord. Et encore que dans le Nord qui, lui, est beaucoup moins exposé que l'extrême Nord. Pardon, ou l'Adamawa face aux assauts terroristes, mais qui n'en demande pas moins une zone ultra sensible, où l'on voit le général Aga Robertson comme commandant de la région militaire et le général Loubazal comme commandant de la région de gendarmerie, qui, on les a vus à l'œuvre, qui parcourent, qui arpentent jour et nuit ce vaste territoire pour essayer de sécuriser le pays entre d'un côté le Nigeria et de l'autre côté. On continue d'enregistrer quand même des exactions de ce côté-là aussi, Camille. Ces exactions sont enregistrées, mais vous savez, c'est un vaste territoire. Un vaste territoire avec des bourgades qui sont éloignées les unes des autres, avec maintenant des réalités sociologiques qui sont difficiles à cerner, et on ne peut pas protéger 1 mètre carré de chaque territoire. Regardez, je vous ai dit qu'il y a d'un côté la frontière avec le Tchad, de l'autre côté la frontière avec la République centrafricaine. Et vous imaginez bien que c'est assez vaste comme étendue, et on sait que de ce côté-là, les bandes qui agissent, c'est beaucoup du côté du Niger, c'est beaucoup plus des contrebandiers qui font entrer des produits illicites, et de l'autre côté des transfuges de la Séléka et des anti-Balaka et toutes sortes de groupes armés, toutes sortes d'individus constitués en bande qui sèment la pagaille en s'adonnant à des kidnappings, en volant du bétail, en arrachant du bétail et en terrorisant les populations. Donc je pense que ce grand reportage de l'œil du Sahel permet aux gens de réaliser que chaque région de notre pays, surtout ces régions en crise, a ses spécificités. Et ces spécificités sont gérées par des responsables, aussi bien des forces du maintien de l'ordre que de l'armée, qui savent ce qu'ils ont à faire et qui font tout pour assurer et assumer leur responsabilité au quotidien et assurer la protection des personnes et des biens. D'accord. Alors, toujours dans le même journal, cette fois dans l'extrême nord, on parle des inondations. 7350 personnes déplacées en 2020 dans cette partie du pays. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Nous l'avons dit, nous avons vu plusieurs fois à l'œuvre le gouverneur de la région de l'extrême nord, M. Midjaya Bakari, qui nous a expliqué, d'ailleurs, vous le savez très bien, que les causes sont connues avec non seulement à l'occasion des saisons de pluie, les fleuves qui montent, les cours d'eau qui connaissent des crues parfois qui sont incontrôlables, et ce qui fait que les populations elles-mêmes qui vivent dans des habitations en terre sont énormément exposées. Il y a des digues qu'on a construites par exemple du côté de Koussiri, mais qui parfois n'arrivent pas à tenir. Il y a des mesures qui sont prises, mais il y a aussi une question de responsabilité des populations elles-mêmes qui devraient peut-être s'arranger à ne plus vivre sur les sites les plus exposés aux inondations. Mais Camille, lorsqu'on lit l'article quand même, on se rend compte que ce sont les mêmes causes chaque année, les mêmes réactions chaque année, les mêmes problèmes chaque année. Ben, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve une solution définitive, mais la solution définitive existe-t-elle? Est-ce qu'il faut toujours se contenter des solutions ponctuelles pour chaque fois qu'il y a inondation, on déplace les gens, on donne des médicaments et des couches aux gens, on leur donne de l'aide, et alors maintenant après, dès que les eaux s'en vont, ils retournent sur place et on attend la prochaine crue. Non, moi je pense qu'il y a un travail maintenant avec la décentralisation. Par exemple, je pense que ces problèmes seront beaucoup plus et beaucoup mieux gérés en profondeur et maintenant de manière préventive. Alors, dans la Benue, par exemple, il y a un faux douanier qui a été arrêté à Gashiga. Lui qui a abhorré les attributs d'un douanier, il passait des bons moments en traquant ou alors en escroquant les usagers.
C'est un malin de plus qui a été pris, parce qu'on en prend tous les jours. Même à Douala, des faux gendarmes, des faux militaires, des faux douaniers. Mais vous savez que de ce côté-là, avec le nombre de fraudes qui se passent entre le Nigeria d'un côté, la République centrafricaine de l'autre, et même le Tchad, quelqu'un qui connaît bien le milieu, ce milieu, et qui a même eu un marché avec les gendarmes, il sait comment traquer les éventuels trafiquants et maintenant peut-être leur extorquer de l'argent et leur arracher des marchandises. Celui-là, il a été pris la main dans le sac au moment où il était en train d'arnaquer les gens en se présentant comme, effectivement, quelqu'un qui a été mis en mission dans le cadre de la fameuse mission Al-Koumé, qui consiste à arrêter cette fraude transfrontalière. Il a été pris, il a été reconnu, et il va maintenant méditer tranquillement en prison tous ses méfaits. Mais il est certain que ça n'arrêtera pas d'autres, parce qu'il n'est pas le seul. Il y en a beaucoup d'autres qui continuent à faire la même chose, qui réussissent à obtenir des tenues de douaniers, ou des tenues de gendarmes, ou des tenues de policiers, pour faire la même chose. C'est comme si la prison ne leur fait pas peur. C'est comme si la dureté de la loi ne fait pas peur à ces malfaiteurs qui n'hésitent pas à porter des attributs des forces de maintien de l'ordre pour commettre des forfaits. Ok, alors, donc, ce sont des sujets que vous aurez à lire dans l'Œil du ciel ce matin. Il y a ce sujet également qui fait le tour de la presse, la question de Cameco, la nouvelle expression qui parle d'atterrissage forcé. Le messager parle donc d'atterrissage forcé pour Difendi Kouto. Il y a mutation qui parle donc de Cameco Comedy Show. Donc, c'est un sujet qui fait le tour de la presse. Le jour parle donc de nomination. Jean-Christophe Ella Ngema, directeur général de Cameco. Donc autant de titres pour expliquer ou exprimer ce qui s'est passé à Cameco hier à la suite de ce conseil d'administration extraordinaire. Et surtout pour rendre compte de ce qui s'est passé. On s'attendait bien à ce que quelque chose se produise. Quand on a annoncé la tenue du conseil d'administration extraordinaire, bon, il y en a beaucoup qui pensaient que c'est certainement pour, une fois de plus, ajouter une perfusion, c'est-à-dire que de l'argent à cette Cameco qui est un véritable tonneau de Danaïde. J'ai souvent utilisé cette expression, ou un tonneau où il y a des trous, et même verser de l'eau, l'eau ne reste pas, mais l'eau sort par les trous. Donc, hier, ce qui s'est passé, et j'ai beaucoup aimé le titre de Julien Derbissay dans le journal de 20h, quand elle a dit que le top management est éjecté du cockpit. Bon, mais comme on le dit, les gens ne font que compter le nombre de directeurs généraux de la Cameco qui se suivent mais qui ne se ressemblent pas. Qui se suivent parce qu'en réalité, on se demande parfois les critères qui conduisent à la nomination d'un directeur général à la tête de la Cameco. Parce qu'on sait très bien que si aujourd'hui, la dernière équipe qui vient d'être nommée est essentiellement composée de technocrates, parce que monsieur est là, qui est un colonel à la retraite, mais ingénieur en aéronautique. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît l'air, qui connaît l'avion, qui connaît les problèmes, puisqu'il a opéré toute sa carrière à l'intérieur de l'état-major particulier de la présidence de la République. Et quand on estime que, quand on réalise qu'il a pour adjoint Alexandre Fauchivet, on verra que ceux qui le connaissent ou ceux qui ont entendu parler de lui savent que c'est un pilote de la Cameroun Airlines, qui est entre la Cameroun Airlines, qui a longtemps piloté et les Boeing 707 et même parfois le Combi. Donc, bon, ne parlons pas de PCA. Mais le journal Mutation qui propose le titre qui semble un peu amusant, Cameco, Comedy Show, mais dit qu'il y a quand même un problème. On parle de financièrement et techniquement ingérable, cette compagnie. Avant de parler financièrement et techniquement ingérable, il faut dire qu'en dehors de cette équipe qui vient d'être nommée aujourd'hui, le Cameco n'a jamais connu qu'un seul directeur général qui avait des compétences managériales et même techniques pour pouvoir gérer une compagnie aérienne. Est-ce que c'est une affaire d'homme ou c'est une affaire d'un système? C'était M. Mbote-Edimon. Mbote-Edimon qui avait été le directeur de la SECNA et qui a fait, je crois, un an et demi à la tête de Cameco, qui avait un programme ambitieux et qui avait donné toutes les garanties pour un redécollage, mais qui a été éjecté. Après lui, on a vu des revendeurs de pièces détachées, des commis de l'État et tout cela. En réalité, on n'a jamais mis de véritable technocrate à la tête de cette caméra. C'est une affaire d'homme, mais c'est une affaire de politique aussi.
La politique consiste à comprendre qu'une compagnie aérienne ne peut fonctionner que si elle a des avions. Or, Camerco n'a pas d'avion. Et jusqu'à demain matin, Camerco n'a qu'un seul MA60, un avion chinois qui ne peut pas prendre plus de 75 personnes, et un avion loué à l'Ukraine avec un personnel ukrainien. Mais partons avec cet avion, avion ukrainien et ce demi-avion chinois, on demande à Camerco de payer 500 personnes au Cameroun. C'est tout simplement de la magie blanche. Il y a eu plusieurs avions chinois qui ont été achetés pour Camerco. Non. Le ministre qui en avait acheté, il avait dit qu'on lui avait fait cadeau d'un. Tout le monde s'était étonné à cette époque où on aurait quelqu'un qui achète 2 avions, on lui donne un DAS. Non, vous savez, on a tout vu à la tête de Camerco. Mais aujourd'hui, je pense que il n'y a qu'une seule solution. Il n'y avait qu'une seule solution, mettre la clé sur le paillasson de cette entreprise, ou alors faire entrer de nouveaux partenaires maintenant qui viennent, parce qu'on parle de plus en plus de la disponibilité de l'État à céder au moins 51% de son capital à un nouveau partenaire. On se souvient qu'il y a quelques semaines, le ministre Ngale Bébé avait fait un tour du côté des Émirats pour négocier justement avec, je crois, Emirates. Pour une éventuelle collaboration. Bon, c'est peut-être sur cette voie que Camerco est en train de se lancer aujourd'hui. Mais Camerco, en l'état actuel, ne peut plus jamais se contenter de recevoir des perfusions, parce que c'est le principe du tournoi de Danaï, mais maintenant ne pourra recommencer à fonctionner que si cette société commence d'abord par avoir des avions, et maintenant commence à fonctionner sur la base d'un management normal, mais pas d'un management vraiment à l'emporte-pièce, ou bien demandant tout le temps de l'argent à l'État pour le faire fonctionner, ou pour payer surtout son endettement, parce que l'endettement de la Camer... Alors, je posais justement la question tout à l'heure, parlant du financement et le volet technique, le journal nous apprend que c'est ingérable sur ce plan. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est ingérable. Vous ne pouvez pas fonctionner avec une entreprise qui a une dette de plus de 115 milliards, et même si vous recevez... Alors, à quoi sert donc le changement de personnes à la tête de si jamais... On peut donc se poser la question, puisque les personnes étaient changées, mais la situation financière n'était pas changée. La situation matérielle même et logistique n'était pas changée. Il n'y avait pas d'avion. Il fallait acheter des avions. Mais il n'y en a pas. Alors, vous voulez faire quoi? C'était du replâtrage, c'était... la compagnie devait uniquement exister et en coûtant cher à l'État. Aujourd'hui, je pense que la nouvelle stratégie consistera non seulement à faire entrer de nouveaux partenaires dans le capital, mais aussi certainement à acheter essentiellement des avions. Parce que tant qu'il n'y a pas de nouveaux avions, tant qu'il n'y a pas une flotte capable de démontrer que Camerco est une compagnie de transport aérien, ça ne marchera pas. Et ce nouveau bureau, ce nouveau top management le sait très bien, que tant qu'il n'y aura pas d'avion, il n'y aura pas de compagnie. Alors, quelqu'un disait qu'il fallait tout raser et reprendre à zéro. Tout raser, reprendre à zéro. J'ai dit il faut d'abord prendre l'endettement de la Camerco, le mettre de côté, faire entrer de nouveaux partenaires, accueillir des avions et commencer à payer tout doucement les dettes. Parce que les 115 milliards de francs, vous allez les payer comment? Des dettes en carburant, des dettes en matériel, des dettes en prestations de services. Si vous voulez fonctionner, vous ne pouvez pas fonctionner tant que vous ne payez pas. Donc, je pense que la nouvelle équipe sait en réalité ce qu'il attend et sait à quoi s'en tenir. Sinon, les propositions qui avaient été faites en leur temps par M. Mbote-Dimo, et il y a quelque temps encore, il y avait des propositions très très pertinentes qui avaient été faites par Sa Majesté Jospin Ngoy-Lembe, qui a travaillé d'ailleurs avec Mbote-Dimo, qui connaît très très bien les difficultés de Camerco et qui avait fait des propositions jusqu'à la présidence de la République pour un redémarrage conséquent de cette société, n'ont jamais été prises en compte et on ne sait pas pourquoi. Bon, maintenant, croisons les doigts et osons espérer que cette nouvelle équipe ouvrira peut-être la porte à une nouvelle politique et à une nouvelle stratégie. Alors, on va revisiter les titres proposés par quelques tabloïds ce matin. La nouvelle expression qui parle de Camerco, atterrissage forcé. C'est en page 2. Le Messager parle d'atterrissage forcé pour Ndifendi Koto. Et là, on la suite également dans Mutation également ce matin qui parle donc de Camerco
Kameko, Comedy Show, et ce sont là quelques titres proposés par certains tabloïds. Jean-Christophe Elangema, directeur général de Kameko, et donc autant de sujets, autant de titres donc à lire dans la plupart des tabloïds ce matin, Kaminili. Alors, on s'intéresse à autre chose aussi, voyez-vous, on parle de gala de boxe, Sa Majesté Sokoudjou sur le ring, c'est la nouvelle expression qui revient, qui évoque le sujet ce matin. C'est amusant, ça fait bien rire, mais c'est quand même quelqu'un qui a presque 90 ans, le voir monter sur un ring. Bon, on nous le présente dans cet article comme un ancien boxeur des années 60, avec de la génération des Salah. Et ceux qui ont pratiqué ce noble art, bon, on voit que malgré les années, la passion n'a pas baissé. Et il semble que, bon, il y a un gala de boxe qui est prévu du côté de son village, de Balenkop, et Sa Majesté Sokoudjou, bon, va-t-il faire le show? Va-t-il enfiler les gants de boxe et porter une culotte? On ne peut pas faire une compétition sans enfiler les gants de boxe, bon, bien entendu. Il sera de toutes les manières, vêtu des attributs. De toutes les manières, ce serait bien intéressant, mais ça sortira d'ordinaire. Bon, c'est quelque chose qui sera même fait en son honneur pour démontrer que malgré son âge très avancé, il aime toujours la boxe et il est toujours prêt. Le réflexe reste, quoi. Alors, à 90 ans, il n'y a pas beaucoup de réflexes qui restent. Il n'y a pas beaucoup de réflexes qui restent à 90 ans. D'accord, c'est en page 2. Alors, merci à vous, Camille Hélène. On a certainement fait le tour de quelques sujets, mais si jamais il y a un sujet qui reste, les lecteurs vont en découvrir. Et je vous souhaite de passer un très bon week-end. Et moi de même. Voilà. Allez, bon week-end à vous. À lundi, 9h20 sur Equinox.